Il y a des vies qui se tracent sur des rails bien droits et d'autres qui choisissent les chemins de traverse. Mon invité du jour dans Sensorship, Carrie Millot, a tout quitté pour suivre son propre rythme, celui de la liberté, du voyage et de l'entrepreneuriat. Coach d'auteur et digital nomade, elle nous parle d'émancipation, de risques et de la liberté de créer son propre métier. Bonjour Carrie. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Ravie. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Carrie Millot. Je suis coach d'auteur depuis 5 ans et j'ai eu un parcours un petit peu différent où à la base, j'ai fait une école d'agroalimentaire et puis ensuite, je suis passée par l'IT. Finalement, je suis arrivée dans un milieu un petit peu différent. Voilà, j'ai 35 ans, sans enfant. J'habite à l'étranger, j'habite en Équateur en ce moment, mais je suis digital nomade. Et ça me fait très plaisir d'être ici. Super, merci. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça si tu veux bien. Oui. Tu as commencé par une école d'agroalimentaire. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, alors moi pour mes études, mes parents m'ont toujours poussée à faire des études, ça n'a jamais été une question. J'ai 2 frères, donc pareil, on a toujours été traités chacun de la même manière. On m'a demandé ce que je voulais faire. Et puis, pendant que j'étais au lycée, pendant mes études, ce que je voulais, c'était bosser en biologie. J'aimais beaucoup la biologie, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et puis, j'étais aussi intéressée par les métiers autour de l'informatique. Mais c'est trouvé que quand j'ai fait des salons d'étudiants, comme il y en a plein en ce moment, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi de faire de l'IT brut. Bon, il y a aussi des moments où c'était un peu compliqué pour se présenter. Il y avait un environnement qui m'intéressait pas particulièrement aussi dans les écoles d'IT. En tant que fille, j'ai bien senti que quand je suis arrivée, c'était un peu... J'étais un peu, une fille qui s'intéresse à l'IT, bon, et ça m'a fait plutôt peur à ce moment-là. Je me suis dit, c'est pas ce que je veux pas passer 5 ans là-dedans. Et du coup, je suis partie pour la biologie et j'étais très heureuse de faire ça. En plus, j'étais très intéressée, j'ai découvert la partie, tout ce qui était agroalimentaire, et du coup, je me suis spécialisée là-dedans. Et j'ai vraiment adoré, mais en fait, à la fin de mon parcours, je me suis rendu compte que par rapport à ce que je faisais, travailler en usine, etc., ça m'apportait pas la liberté dont j'avais besoin, c'est-à-dire de pouvoir me déplacer, faire des choses un peu différentes. Moi, j'ai toujours été très indépendante et j'adorais voyager depuis toute petite. On n'a pas forcément beaucoup voyagé avec mes parents, mais quand j'étais adolescente, pour apprendre l'anglais, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger. Et ça, c'était quelque chose où je me suis dit, c'est pas la vie que je vais vouloir avoir, donc je vais essayer autre chose. Et je me suis tournée vers la partie plutôt commerce, marketing. Et donc, j'ai fait une école de commerce 1 an en plus. Voilà. J'aime beaucoup les études. Alors, du coup, en plus, j'étais très contente. On était repartis. Et c'est comme ça que, du coup, en fait, j'ai fait cette transition plus vers le marketing. Et en fait, à la fin de mes études, chercher un job, mais c'était pas tout à fait... J'arrivais toujours pas... Ça m'allait toujours pas. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et j'ai eu l'opportunité de rentrer à l'époque dans une grande boîte d'IT et du coup je me suis dit je vais essayer, en plus c'est quelque chose de très différent et moi j'ai toujours une grosse soif d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses, donc pour moi c'était super parce que c'était un milieu que je connaissais pas du tout. Mais il y avait des choses que je pouvais récupérer de mon école d'ingénieur, comme la manière de travailler, mon organisation. Ça m'a toujours énormément aidée. Et du coup, j'ai transposé ça un peu du milieu d'ingénieur à l'IT. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la boîte où j'étais. Voilà. Et alors, tu as mentionné tes parents t'ont poussé à faire des études. Est-ce qu'il y avait d'autres attentes? Est-ce qu'ils avaient une image du type de carrière que tu devrais avoir? Oui, ils avaient une image de ma carrière qui était une bonne carrière. Ils voulaient que je sois dans un milieu quand même où j'étais bien rémunérée. Pour mes parents, pour ma famille, la sécurité, c'est très important.
C'est quelque chose Et puis, bon, pour leurs enfants, ça a toujours été très important. Ils ont toujours eu cette peur qu'on ne puisse pas avoir la vie que mon père nous a donnée aussi, puisque c'est mon père qui travaillait et ma mère était à la maison. Elle s'est beaucoup occupée de nous et je l'en remercie parce que c'était pas un boulot facile avec les trois à la maison. Mais du coup, il y avait une attente de faire quelque chose de relativement traditionnel dans le CSP+, plutôt pour eux, quelque chose de voilà, faut que tu fasses des études, que ensuite tu te trouves un travail, que tu vas évoluer dedans. Pas forcément tu peux bouger de boîte, mais rester un peu dans le même milieu et pas trop faire des changements différents. Donc j'avais déjà un petit peu bougé les lignes en faisant des études, puis d'autres études, puis finalement faire quelque chose de différent. Et puis ils voulaient aussi pour moi, voilà, plutôt une vie. Ils veulent mon bonheur, mais c'est vrai que leur vision du bonheur est très différente de la mienne. Dont le fait que je voulais pas, là moi je veux pas d'enfants, pour ma mère c'était même pas une question, jusqu'à ce que j'aborde le sujet il y a quelques années. C'était voilà, eux ils voulaient en fait que j'ai une vie similaire à la leur, qui est une très belle vie, qui nous ont offert une très belle vie, mais c'était pas les aspirations que j'avais moi personnellement pour moi. Et alors comment tu t'affranchis de ça ? Comment on s'affranchit de ça? Alors, faut être un petit peu borné, je pense. En fait, je pense qu'une des choses qui pour moi était importante, c'était de savoir dire j'ai envie de ça. Je sais que vous ne comprenez pas, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, qui m'intéresse vraiment. Et surtout, même si je sais toujours que mes parents sont un filet de sécurité pour moi, et c'est quand même une chance, c'est une chance que tout le monde n'a pas, je voulais quand même être indépendante. Donc tous mes choix que j'ai faits ensuite, quand je suis partie de mon ancien boulot très stable pour ensuite créer mon propre travail, entre guillemets, c'est quelque chose que j'ai construit et j'ai dû le faire seule, pas forcément avec eux autour parce qu'ils ne comprenaient pas, parce que je voulais leur prouver que voilà, je sais ce que je fais, ça marche pas, mais au moins j'essaye et je leur demande pas d'aide tant que voilà, le but c'est de me débrouiller au maximum. Donc c'était mon pari quand je suis partie, je me suis dit je leur demanderai rien du tout. Bon, 5 ans plus tard, j'ai encore rien demandé, Ça donc a marché, c'est possible, voilà. Et donc la décision de pas faire d'enfant déjà, ça c'est difficile à comprendre pour les parents peut-être, ou à accepter. Oui, particulièrement parce que on est 3 enfants, j'ai 2 frères. C'est différent quand c'est les garçons qui ont des enfants. Ma mère, c'est vrai qu'elle sait d'une certaine manière, généralement quand une femme a des enfants, on va plutôt voir ses parents directement. C'est quelque chose où on a besoin de soutien à ce moment-là. Et pour ma mère, c'était un peu moi le seul espoir d'avoir cette relation-là en tout cas. Après, mes frères n'ont toujours pas d'enfants pour l'instant, donc ça m'aide aussi parce que du coup, je ne suis pas la seule. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à expliquer parce que c'était pas du tout envisageable à la base. Enfin, c'était vraiment. Puis moi, je me suis retrouvée à des conversations lunaires avec mes grands-parents qui ne comprenaient absolument pas de quoi je voulais parler. Et puis déjà, qui ne comprenaient pas mon job à la base. Alors là, c'était. Voilà. Et du coup. Voilà, pour moi, c'était quelque chose que je savais depuis longtemps, mais j'avais pas forcément mis des mots dessus parce que je savais que c'était pas forcément très bien accepté. Quelque chose depuis ado, j'y pensais. J'ai jamais dit non fermement, mais j'étais toujours plutôt enclin à pas avoir d'enfants. Et plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais. Après, je suis très heureuse quand j'ai des amis qui ont des enfants, d'être là. Très bien d'être la tata sympa avec qui on va jouer, etc. Mais c'était pas quelque chose que je voulais pour moi. Et c'est plus cette étape de mettre des mots dessus et de l'expliquer un peu l'inexplicable pour pour des gens qui comprenaient pas, qui a été un petit peu compliqué. Mais je pense que c'est comme le fait de changer de vie, etc. Il faut avoir le courage de dire une première fois. Et pas forcément de lancer une grande explication parce que sinon je trouve que du coup on donne une information un peu brutale et ensuite on essaie de justifier. Du coup il y a quelque chose où les gens prennent elle se justifie donc elle sait pas ce qu'elle veut.
Ça, c'est toujours... et moi, j'aime bien expliquer les choses, donc c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai essayé de dire, ok, bon, bah, voilà, je veux pas d'enfant, etc. Et ensuite, j'ai eu plusieurs conversations. Mais avoir une conversation avec tout dedans, c'est pas quelque chose que je conseille. Enfin, en tout cas, ça dépend de la relation qu'on a avec ses parents et avec son entourage. Mais moi, je l'ai fait comme ça, parce que je sais que c'est petit à petit que l'information finit par rentrer et être comprise. Mais ça met un peu de temps. Et puis bon, il y a beaucoup de gens, enfin il y a aussi des gens de ma génération qui veulent pas d'enfants, plus, enfin en tout cas, je sais pas en pourcentage, parce que pour l'instant tout le monde me dit que personne veut d'enfants, et en ce moment toutes mes amies ont des enfants, donc enfin en tout cas en ce moment c'est un peu la période. Je pense que c'est juste un temps différent, mais pour moi, enfin, je sais que si, en tout cas, c'est pas quelque chose que je souhaite à la base. Voilà. Donc ça a été une décision qu'il a fallu expliquer et assumer. Ouais, déjà. Partir à l'étranger, devenir digital nomade, c'en est une autre. C'est ça. Et cette conversation-là, ça a été pareil ou comment ça s'est passé? Alors, ça a été... Alors, c'est parce que, en fait, quand j'étais dans mon entreprise, j'avais toujours eu ce projet d'un jour de prendre une année sabbatique. Parce que je restais dans le cadre où je me disais, je vais rester dans une entreprise, je vais faire... voilà, mais je vais prendre une année pour moi, c'est ce que je voulais. Et l'entreprise offrait cette possibilité-là, tu pouvais revenir après. Oui, voilà. Alors moi, j'ai demandé, voilà, je voudrais une année sabbatique. En fait, la raison pour laquelle, voilà, je voulais prendre une année sabbatique, sauf que l'année où c'est arrivé, où je me suis rendu compte, en fait, c'était un été où je suis partie en Namibie dans un voyage organisé. C'était une année très difficile au boulot aussi, parce que c'était une année où c'était très challengeant, parce que j'étais passée commerciale. J'avais un gros projet en cours qui était très compliqué à gérer, en tout cas de mon point de vue, un peu de nouvelles. Et du coup, cet été-là, quand je suis rentrée en septembre, je m'étais dit oui, dans 2-3 ans, je le ferai. Je suis rentrée, j'ai dit c'est pas dans 2-3 ans que je vais le faire, c'est en janvier. Donc je suis rentrée, et là je me suis dit il va falloir que j'annonce ça à tout le monde. Après, j'ai toujours été très voyage. Les gens savaient très bien que j'étais très voyage. Moi, je voulais... voilà. Et mon idée de base, c'était pas forcément de créer mon job, mais je savais que je voulais partir et voyager. Ça, c'était mon grand rêve qui me suit depuis que je suis toute petite. Et en fait, du coup, quand j'ai demandé mon année sabbatique, d'une certaine manière, je l'ai demandé vraiment pour faire, comme je disais tout à l'heure, pour le fait de ne pas avoir d'enfant, faire par étapes. Donc j'ai annoncé à mes parents que j'allais prendre une année sabbatique et que je verrais ensuite ce que j'avais envie de faire ou pas. Dans ma tête, j'avais déjà ouvert assez grand la porte de faire complètement autre chose. Mais comme je ne savais pas ce que je voulais faire exactement, je ne pouvais pas arriver en disant « Bon, je quitte mon job, je m'en vais, je ne sais pas ce que je vais faire et puis on verra bien ce qui se passe. » C'est pour les rassurer en fait. C'était plus pour les rassurer que pour moi, parce que je savais que j'allais faire le saut. Je ne savais pas encore, et pour moi, c'était une manière de préparer les choses, et puis aussi de me donner un filet de sécurité si jamais je changeais d'avis, parce que je veux dire, on peut toujours changer d'envie dans la vie, se rendre compte que finalement, c'est pas fait pour soi, etc. Voilà, je considère que le droit à l'erreur, ça fait partie des choses importantes quand on fait une aventure, surtout de voyage et d'entrepreneuriat. Voilà, il faut se donner le droit à l'erreur, qui est parfois difficile, mais qu'il faut accepter. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai fait. En fait, je l'ai fait par étapes, pareil. J'ai dit, voilà, je prends une année sabbatique. Et en janvier, je suis partie pour mon année sabbatique, qui s'est transformée pour plusieurs raisons, dont le Covid, puisqu'en fait, je suis partie en janvier 2020, en me disant, je vais prendre une année, je vais partir, ça va être super, je vais aller aux Philippines, en Amérique du Sud, en Afrique, voilà, j'avais prévu plein de choses. Mais j'avais pas du tout pris les billets, mais j'étais juste partie en Nouvelle-Zélande au début, et je me suis dit, je vais prendre le billet pour le prochain lieu qui était les Philippines où je voulais aller, et on verra bien. Et en fait, du coup, j'étais en Nouvelle-Zélande et je me suis rendu compte que c'était pas possible du tout d'aller aux Philippines. J'ai même une amie là-bas qui m'a dit ne viens pas, surtout ne viens pas. Et du coup, je suis partie en Australie 10 mois. J'ai fait un visa pour rester, etc. Et c'est pendant cette période-là où j'ai fait plusieurs séances de coaching avec quelqu'un, même quand j'étais en Nouvelle-Zélande, pour commencer à réfléchir à
où est-ce que j'en étais en fait, faire un espèce de bilan de ce que j'avais fait, de ce que je voulais faire, de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Et c'est là que j'ai ma meilleure amie que j'avais lancée dans son projet de devenir auteur 3 ans plus tôt, qui m'a dit bah, là je suis en pleine expansion, j'aurais besoin de toi, est-ce que ça t'intéresse? Et les livres, ça avait toujours été ma passion. Enfin, quand elle m'a dit qu'elle voulait écrire et être auteur, moi j'étais à fond, je lui ai dit vas-y, s'il y a besoin, je suis là. On a passé de nombreuses heures pendant les 2 années où j'étais encore en France à discuter de son projet, à réfléchir à sa stratégie, comment se placer en tant qu'auteur. Moi, les livres, ça a toujours été une passion. Et en fait, du coup, c'était un petit peu... j'ai des côtés que j'ai récupérés de mon ancienne entreprise où j'étais très organisée, j'aime bien faire des projets où je sais où on va, etc. Et elle avait besoin de quelqu'un comme ça qui cadre, en fait, finalement. Qui cadre son projet, et puis elle avait des gens avec qui elle bossait. Et donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancée là-dedans. En me disant, on verra bien, je tente un peu, et puis moi, ça me laisse le temps aussi de continuer à voyager, même si, du coup, c'était en Australie, mais j'ai quand même eu la possibilité. C'était quand même plus ouvert qu'en France à l'époque. Et du coup, c'était drôle, en fait, de ce changement de... Je prends ça en me disant, on verra bien, aucun stress. Et puis finalement, c'est quelque chose qui m'a passionnée. Alors j'étais déjà un peu dedans, du coup, comme je disais, quand elle s'est lancée, on a passé de nombreuses heures à discuter. Elle m'expliquait comment ça fonctionnait. Après, je regardais avec elle parfois. Voilà, c'était un projet que j'adorais. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai un peu créé mon job un peu à ce moment-là, qui n'existait pas vraiment, mais qui existait un peu. Je sais qu'il y a quelques personnes qui faisaient ça, mais c'est pas quelque chose à l'époque qui était... Là, ça devient plus populaire, mais alors à l'époque, c'était un truc, personne connaissait ce métier d'aider des auteurs à écrire, publier et promouvoir leurs livres. C'est vrai que l'auto-édition existait déjà, mais dans une forme un peu, enfin très différente, beaucoup plus facilitée. Mais du coup, c'était drôle aussi pour moi, parce qu'à l'époque, mon oncle, il y a bien longtemps, avait auto-publié ses pièces de théâtre qu'il avait imprimées, etc. Et du coup, c'était un peu la version 2020 de l'auto-édition, parce que là, c'est en ligne, tout est organisé. En passant par Amazon KDP, c'est assez simple. Et moi, je me suis vraiment spécialisée sur cette partie de publication indépendante, parce que ça donne la possibilité aux auteurs, et j'ai aussi des auteurs entrepreneurs, de pouvoir utiliser le livre comme un levier, mais aussi de pouvoir gérer tout ce qui est la promotion, quel prix ils veulent mettre, comment ils veulent proposer. Donc moi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément et que je voulais absolument voilà, couvrir. D'accord, donc tu accompagnes des auteurs. Ouais. Tous les types d'auteurs? J'ai des auteurs de fiction et j'ai des auteurs entrepreneurs. C'est 2 types de manières de travailler différents, parce que les auteurs de fiction, leur produit final, c'est le livre. Donc il y a un travail énorme sur le livre et l'auteur en tant que personnage sur les réseaux sociaux. Pas pour dire que c'est faux, mais comment on se présente, parce que souvent les gens qui veulent devenir auteurs, ils ne savent pas forcément. Et j'ai aussi des auteurs entrepreneurs, donc c'est des gens qui écrivent des livres, plutôt des guides pratiques, business, etc., qui en fait font ce lien entre leur livre et leur business, et ça supporte d'une certaine manière leur business. Et moi, c'est un peu ce côté-là, business, que j'aimais bien, que je retrouvais de mon ancien job. Et pour moi, j'aime beaucoup cette alliance des deux, qui pour moi donne une crédibilité à un entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs maintenant, c'est parfois difficile de se différencier. Avec un livre, c'est aussi une manière d'ouvrir une porte pour montrer qui on est en tant qu'entrepreneur à ses futurs clients, et puis aussi au grand public, si à un moment il y a un peu plus de visibilité. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ce côté business et livre qui me donne un peu ces 2 aspects-là. Voilà. Et c'est un moyen d'asseoir leur expertise? Leur expertise, leur crédibilité, et puis aussi montrer, moi ce que j'aime beaucoup généralement, c'est que ce que je conseille toujours, c'est de mettre une partie personnelle, parce que finalement quand on travaille avec un entrepreneur, c'est quand même important de savoir quelle est la personne en face de soi, et c'est aussi créer un lien qui n'est pas forcément évident
à créer avec un call de 20 minutes, parce que parfois c'est souvent comme ça pour les calls d'entrée, pour travailler avec quelqu'un. Et je trouve que le livre, ça permet de vraiment plonger en fait dans comment la personne réfléchit, comment elle voit la vie. Est-ce que ça ne nous correspond pas? Parce que pour moi, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Enfin, c'est normal, tout le monde ne nous aime pas, ça va passer avec certaines personnes, pas avec d'autres. Et le livre, c'est un excellent moyen de le faire. C'est aussi un bon moyen de montrer évidemment son expertise, parce que c'est quand même le but principal, mais celui-là, il est plus évident pour la plupart des gens. Mais c'est important de pouvoir montrer son expertise, montrer quel est le type de méthode aussi qu'on utilise, parce que plusieurs personnes peuvent avoir exactement le même métier, mais pas du tout travailler de la même manière. Et c'est aussi montrer comment moi je travaille en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel. Et je trouve que le livre allie bien les deux. Et pour moi, c'est aussi travailler toute cette partie en fait de l'écriture et ensuite faire le lien avec son entreprise et faire vraiment ce fil conducteur entre on découvre la personne dans son livre et ensuite on peut aller découvrir son univers plus personnel via Toutes les parties promotionnelles contribuent à ça en fait. Tout à fait. Montrer qui est l'auteur. Tout à fait, montrer qui est l'auteur. Et c'est pour ça que pour moi, ce qui est super important dans un livre, on se dit toujours le plus dur c'est de l'écrire. Alors c'est dur de l'écrire, je ne vais pas diminuer cette partie-là. Mais souvent, en fait, les gens n'ont pas forcément réfléchi. Ils se disent, je vais écrire un livre sur mon expertise, mais ils ne réfléchissent pas forcément comment ils vont l'assimiler dans leur écosystème. On est tous dans ce cas-là, on n'a pas le temps. Sur les réseaux sociaux, il faut fournir du contenu, etc. Et souvent, il y a une espèce c'est désaligné entre comment ils vont parler de leur business et de leur livre. Et du coup, ils détachent les deux, alors que finalement, les deux doivent créer quelque chose ensemble. C'est pas l'un et l'autre, comme quelqu'un qui est aussi, pour un podcast, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Et souvent, les gens ont du mal à faire ce lien-là, surtout quand on est professionnel, parce qu'on voit son business, on voit son livre, et on ne voit pas l'ensemble. Et moi, je travaille souvent sur cet aspect-là de vraiment aligner les deux ensemble, parce que c'est souvent ce qui manque. Et c'est quelque chose qu'il faut penser au début, et puis aussi penser dans la mise en page du livre, et ensuite pour renvoyer vers son site, ses services, etc. Mais c'est important de bien penser à l'ensemble. On n'est pas juste, on ne travaille pas juste un livre, on travaille la stratégie globale finalement de l'entreprise. Le livre, c'est un peu ce reflet-là. Et donc souvent, quand il y a un désalignement au niveau du business, ça va se voir sur les livres parce que du coup, on dit « Ah oui, mais je ne sais pas comment je vais le proposer en fait avec le reste ». Et c'est souvent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été aligné au départ. Donc c'est quoi pour toi un accompagnement réussi ? Un accompagnement réussi, c'est un auteur-entrepreneur qui est capable de parler de son livre et de son business dans la même phrase et que ce soit naturel. Voilà, quelque chose qui est vraiment... et qui soit capable d'en parler. Parce que moi, j'ai des auteurs qui viennent me voir, des auteurs-entrepreneurs qui me disent « J'ai sorti mon livre il y a 5 ans et j'en ai jamais parlé. » Donc, ils ont passé des heures et des heures, des mois à écrire et ils n'en parlent pas. Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment en parler par rapport à la business. Donc, moi, un auteur-entrepreneur qui sort avec son livre et qui se dit « Je sais comment l'utiliser au quotidien », par touche dans ma communication, quand je fais des conférences, je ramène des livres, ça crée un lien, etc. Il y a plein de manières de le faire en fonction des profils. Et ben c'est là où je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est quand ça devient naturel, le livre et le business sont liés et c'est pas l'un ou l'autre. Donc tu les aides à vraiment peaufiner, créer l'histoire qu'ils racontent, comment ils le racontent. Ouais. Et ensuite, comment ils vont en parler justement pour les réseaux sociaux, ou même pour en parler en dehors. C'est important de bien comprendre comment ils vont... quelle manière ils vont le communiquer. En plus, un livre, c'est long, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre dedans. Et généralement aussi, il y a quelque chose où les gens ne veulent pas révéler. Et ça, c'est auteur-fiction, non-fiction, c'est la même chose. Je vais cacher ce qu'il y a dans mon livre. Mais en fait, il faut... Pas de spoiler. Voilà, aucun spoiler. Oui, mais là, on devient à l'extrême opposé. Ou carrément on cache tout. Ah non, mais vous verrez quand vous lirez le livre. Il faut un petit peu donner pour que les gens aient envie de lire. C'est comme, je parlais des bandes annonces Netflix la dernière fois. Eux, ils sont un peu partis sur l'extrême opposé où ils donnent tout dedans.
Mais c'est ce qui fait aussi que les gens ont envie de voir, puis ils se disent qu'est-ce qu'il y a de plus. Bon, maintenant, ils ont tellement poussé le bouchon que les gens se disent bon, bah, j'ai déjà vu le livre avec la bande-annonce. Mais c'est un peu cet aspect-là où, voilà, pouvoir parler de son livre et de ses des différentes parties qui le composent pour pouvoir vraiment voilà, le proposer autour. Donc pour moi, voilà, c'est comment on définit le livre, quel est le sujet, comment on l'allie direct, comment on pense déjà en amont livre et business. Et ensuite, comment on fait la promotion et toute cette partie, où est-ce qu'on le publie, etc. Moi, j'ai aussi des auteurs qui ne veulent pas forcément passer en indépendant et qui veulent passer par des maisons d'édition. Moi, je passe aussi beaucoup de temps à expliquer c'est quoi la différence, comment ça se passe. C'est important parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur comment ça se passe en maison d'édition ou comment ça se passe en indépendant, que ça ne peut pas être de la qualité pour les indépendants et que la maison d'édition s'occupe de tout. Ça, c'est du généraliste qui fonctionne pas du tout dans la vraie vie et j'ai souvent des gens aussi qui viennent parce qu'ils sont parfois déçus sur leur chemin de publication et qui savent pas forcément ce qui leur correspond à eux. Voilà. Donc je fais vraiment par écriture, publication et promotion, qui est quand même un gros pôle, parce que l'écriture, le livre ne se finit pas à la sortie, il ne fait que, c'est un peu sa nouvelle vie. Donc il y a un deuxième travail qui il y a la gestation et voilà. puis il y a le... Ouais. Et puis voilà, c'est comme, finalement c'est comme pour les enfants, je fais pas d'enfants en fait, mais j'aide les auteurs à faire des livres, à accoucher de leurs livres et ensuite à les aider à grandir. C'est ça aussi le travail. C'est la mailloticienne des auteurs. Voilà. J'ai envie de te demander un exemple d'un succès, un truc dont tu es particulièrement fière. Un succès dont je suis particulièrement fière. Je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Il y a... quelle histoire je pourrais prendre alors, je travaille avec une petite maison d'édition qui fait justement des publications. Et en fait, cette collaboration, c'est avec une maison d'édition qui s'appelle Wa Édition, qui propose des livres de femmes qui racontent leur parcours. Et moi, je suis toujours très... il y a différents profils et il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les réseaux sociaux, avec le fait de parler de leur livre ou pas. Et il y avait une autrice qui est psychologue et qui devait parler d'un sujet très compliqué, qui devait en parler sur les réseaux. Donc des choses aussi assez personnelles. C'est sur l'inceste, voilà, ça parle de son histoire. Un très beau livre, une très belle personne. Et et on a dû travailler ensemble vraiment sur comment elle allait pouvoir en parler, parce que c'est vrai que elle a abordé le sujet plutôt sur la guérison et comment se remettre des épreuves finalement, et pas forcément le sujet sur la partie, voilà, il y a plein de livres qui parlent de ce problème-là, mais là c'était vraiment comment on sort de ça et comment on sort la tête de l'eau. Et du coup, il y avait une difficulté parce que quand les gens entendent inceste, ils se disent tout de suite ça va être un truc noir, ça va être dur, etc. Alors que c'était pas du tout le cas avec son livre et c'est pas ce qu'elle voulait. Donc c'était trouver un peu cet équilibre-là, justement comment je parle de ça. Et puis c'était pour montrer aussi, parce qu'elle est psychologue et puis qu'elle est spécialisée voilà, dans l'accompagnement de ce type de choses aussi. Et du coup, je m'étais dit vraiment, c'était trouver un peu cet équilibre, parce qu'au début, elle me dit oui, mais je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça. Et je dis bah là, ça va être quand même difficile. Si tu veux parler d'aucune chose pour parler de ton livre, ça fait partie des sujets. Et du coup, on a vraiment travaillé le message, la manière de le présenter, pour que elle soit alignée et qu'elle puisse en parler. Et depuis, elle a fait des interviews, elle a fait une vidéo TikTok avec une interview, je ne sais plus sur quel média, il y a eu 1 million de vues, elle a eu des interviews dans plein de magazines et elle en parle beaucoup plus librement. Et tout ce travail-là, c'est ce qui lui a permis de faire le pas, en fait, d'aller contacter des médias, de faire le travail de communication qui... Sinon, elle ne l'aurait pas fait, je pense. Enfin, après, voilà, elle a quand même... le travail vient d'elle. Hein. Je dis toujours, le travail vient de la personne. Mais moi, mon rôle, c'est justement de un peu dédramatiser aussi la sortie d'un livre qui peut être un moment un petit peu... voilà, c'est très stressant. On met souvent, les auteurs mettent un bout d'eux dans le livre. Donc, c'est... Voilà. Et pour moi, c'était un moment merveilleux quand elle m'a envoyé la vidéo. Elle me dit, j'ai eu 1 million de vues sur TikTok. C'est un de mes passions qui m'a envoyé la vidéo. J'étais même pas au courant.
Elle me dit voilà, et puis je suis super heureuse parce que je me sens à l'aise d'en parler, j'ai l'impression que je sais ce que je fais. Et bah là, elle est en train, elle va sortir bientôt le deuxième, et elle en a un troisième sur sur le feu. Et elle est très très heureuse là-dessus. Enfin voilà. Après, des auteurs que j'accompagne, j'en ai plein. Et bah, je pense que ma meilleure amie, qui était la première personne que j'ai accompagnée, c'était de la fiction. Mais alors après, je pense pas que c'est moi, mais en tout cas, j'en suis extrêmement fière parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps à parler de ses livres, à comment elle allait les promouvoir, comment on allait faire tout ça. Maintenant, elle est numéro 1 auto-éditée en France sur Amazon KDP de très très loin. Donc, c'est Jupiter Phaeton. Si jamais vous aimez la fiction en fantasy, c'est young adulte, c'est très bien. Mais enfin, moi, ça a toujours été une grande fierté, même si elle dit, je sais qu'on est un peu toujours. Moi, je lui dis toujours, bravo, je suis super contente. Elle me dit, mais enfin, je veux dire, bah, je te remercie parce que. Enfin, vraiment, si t'avais pas été là, probablement que ça aurait pas été du tout de la même manière. Mais voilà, après je reste, j'aime bien toujours, j'ai un peu du mal à prendre du crédit pour ce genre de choses. Mais c'est important aussi de savoir la valeur que tu apportes. Tout à fait. C'est parfois difficile à quantifier parce que tu sauras jamais ce que l'auteur aurait fait. Oui, sans moi, exactement. Mais j'ai toujours des super retours, et de toute façon, moi je fais des séances de coaching individuelles, et généralement, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin, les gens, ils reviennent et ils partent avec un plan, ils savent ce qu'ils vont faire et qu'ils se sentent motivés. Écrire un livre, c'est un travail de longue durée, et même quand il est sorti, faire la promotion, c'est long et c'est pas forcément très gratifiant au début. Et donc, rien qu'à chaque fois que je ressors de séances de coaching, les gens ils me disent « je suis redynamisée, ça y est, je sais où je vais, etc. » Pour moi, c'est toujours c'est ce qui me rend heureuse. C'est gratifiant. C'est hyper gratifiant dans mon métier, tout à fait. Donc, tu as fait des études d'ingénieur et de commerce. Ouais. Tu as bossé dans une grande boîte. Ouais. Tu as tout plaqué. Ouais. Pour partir à l'aventure. Ouais. Et créer une boîte sur un métier qui, en gros, n'existait pas ou très peu. Enfin, voilà, c'était pas quelque chose de... C'est-à-dire que quand on m'a demandé quel métier je faisais la première fois, j'étais là, je sais pas quoi dire. T'as dû toi-même apprendre à en parler. Voilà, j'ai dû moi-même apprendre à en parler, lui donner un nom, coach d'auteur. Enfin, c'était... Et puis c'était même pas clair. Au début, je suis partie sur coach littéraire. Du coup, je suis changée à coach d'auteur parce que finalement, c'était pas forcément la partie que littérature. Moi, j'accompagne l'auteur dans son ensemble. Et du coup, j'ai dû voilà, créer un peu mon métier et la manière dont je me présentais. Et ça a été, voilà, c'était un peu bon, on teste, on voit si ça marche, si les gens comprennent ou pas. Je suis restée sur coach d'auteur, c'est bien, généralement, ça évoque le fait d'écrire et que j'aide les auteurs, et c'est finalement ce que je veux que les gens retiennent en premier. Mais c'était vraiment pas clair au début comment j'allais me présenter, comment j'allais... Même, voilà, j'ai dû... du coup, j'ai des gens qui me trouvent. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a contacté parce qu'on m'a trouvé sur ChatGPT. Ça y est, ChatGPT a trouvé un... Parce que j'ai toujours une question quand les gens viennent faire le coaching d'intro, voilà. Et je demande, bah, vous, où est-ce que vous m'avez trouvé? Et là, je vois ChatGPT. Comment ça, sur ChatGPT? Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, Google, on a ChatGPT a compris ce que tu faisais, voilà, et était capable de te recommander. Voilà, bon. ChatGPT au moins a compris ce que je faisais. Donc... C'est bon signe. C'est bon signe. Mais je faisais ce petit récap parce que je veux aussi refaire le pont sur... Tu as été élevé par des parents qui priorisaient la sécurité. C'est quoi ton rapport au risque? Parce que ça semble un risque énorme en fait. Ça peut... oui, on se dit que c'est un risque énorme, que j'ai pas pensé, voilà. En fait, déjà, quand je suis partie pour mon année sabbatique, j'avais mis de l'argent de côté depuis un moment. Je savais que je voulais faire ce projet, donc j'avais toujours pensé. J'ai aussi eu... c'est quelque chose que j'ai réalisé, parce qu'en voyageant, en rencontrant différentes personnes, que j'ai un rapport... je suis très organisée sur mes finances. C'est très important pour moi, parce que les fois où je me suis retrouvée, mais même il y a quelques... en 2023, je ne savais plus où j'en étais parce que je n'avais pas fait ce suivi, en fait. Pour moi, c'est super important. Prendre des risques, c'est prendre des risques en ayant calculé,
en voyant qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible. Moi, ma situation, elle est particulière. Je n'ai pas d'enfant, j'avais pas d'obligation, j'avais pas de crédit. J'ai aussi créé ma vie aussi comme ça. Hein. J'ai pas pris de crédit, j'ai pas eu d'enfant parce que c'était quelque chose que je voulais pas. Et que je savais que je voulais partir à l'aventure à un moment, donc je me suis laissé la porte ouverte. Mais je pense qu'il faut bien penser, il faut bien préparer. C'est pas... les gens peuvent se dire, je suis partie sur un coup de tête, ça m'a pris comme ça. Il faut quand même dire que mon père, qui est quand même quelqu'un de très organisé, etc., quand je l'ai appelé pour lui dire, là, je vais prendre une année sabbatique, je vais partir, machin, il n'y a pas eu une réaction de son côté. Il m'a dit, oui, bah d'accord, il n'y a pas de souci. Alors que normalement, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Mais ça, c'est parce que c'est encore la même chose que ce que je disais pour, tout à l'heure pour les enfants. C'est quelque chose que j'avais déjà exprimé, un petit peu préparé le fait qu'il y allait y avoir quelque chose qui allait se passer. Donc moi, j'avais préparé ça. Et ensuite, je fais toujours très attention. En fait, j'étais déjà partie seule. Donc c'était aussi quelque chose que j'avais déjà fait. Je suis pas partie seule alors que j'étais jamais partie ailleurs. Quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'étais seule, j'ai acheté une voiture, j'avais jamais acheté de voiture, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je suis pas encore une pro de la mécanique. Et du coup, pour moi, c'était vraiment... je savais que je voulais tester des choses, mais je me donnais quand même, voilà, s'il se passe ça dans 3 mois, il faut que si je trouvais pas de... Je m'étais dit, dans un an, si j'ai fait un an sabbatique et j'ai aucune idée de ce que je veux faire, je reviendrai dans mon ancien job et je me laisserai le temps de le faire en reprenant mon job, mais en faisant ça à côté. Ça, c'était aussi le plan. En fait, je pense que c'est avoir... Enfin, moi, j'aime bien avoir un plan A, un plan B et puis un plan D ou F, en me disant, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'accepter de faire des erreurs et d'accepter que, bah oui, tu prends un risque, que oui, ça va peut-être très bien se passer et peut-être que ça va mal se passer, on ne sait pas. Mais pour moi, le risque, il était plus gros pour moi, personnellement, de ne pas le faire plutôt que de me dire, bah oui, mais il y a des risques. Oui, mais il y a des risques partout dans la vie. On peut avoir un job très bien en France et puis se faire virer du jour au lendemain. Il peut se passer plein de choses. Moi, je prévois toujours les choses, mais je me dis aussi, il faut accepter que le risque fait partie aussi de tenter des choses. La sécurité, 100%, ça ne marchera jamais. Après, c'est aussi parce que moi, ma valeur, je pense qu'une de mes valeurs les plus importantes, c'est la liberté et l'indépendance. C'était vraiment, enfin, c'est l'anecdote que ma mère préfère raconter, c'est quand j'étais petite et que je suis rentrée en maternelle et que on arrive devant la porte, c'était le 2e jour, je crois, et je me tourne vers ma mère et je dis toute seule et je rentre dans le bâtiment. Et ma mère qui est restée comme ça en train de me regarder, genre mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? J'avais 3 ans, c'est quoi ce truc? Et en fait, j'étais très très indépendante depuis petite. Et pour moi, j'ai toujours voulu pas faire ce que je voulais faire, mais dans le respect, hein, toujours, le but, c'est pas de faire n'importe quoi et puis qu'après les autres ramassent ce qui s'est cassé. Non, moi, je veux faire toute seule et je veux que même s'il se passe quelque chose, que je sois capable de réagir et que je sache comment faire. Après, ça, c'est pour ça que je suis partie seule avant, que j'ai fait des expériences seule. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui se sont moins bien passées, super, moins bien. Mais ça m'a appris aussi mes limites à moi et aussi... ça m'a donné la force quand je suis partie. En fait, en faisant des petites choses au fur et à mesure, en s'autorisant des petites étapes, bah, quand je suis partie, ça m'a pas paru si grand que ça, en fait, comme ça. Parce que j'avais déjà fait plein d'ensembles de petites choses qui, du coup, le jour où j'ai pris la décision, c'était facile, entre guillemets, pour moi. Parce que j'ai eu des amis, hein. J'ai eu une amie qui m'a contactée quand j'étais en Australie, et qui m'a dit mais moi je veux partir, je veux faire mais je suis jamais partie seule, etc. Et du coup je lui ai dit mais commence par faire ça et ensuite tu verras bien si ça te plaît ou pas, parce que aussi entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Moi c'est pas forcément ce que je voulais voilà comme image que je voulais véhiculer, mais
J'ai eu des gens qui m'ont demandé « C'est super la belle vie, tu voyages dans le luxe et tout ». Et j'étais là, j'étais dans une tente pendant genre 2 mois là, au milieu de la Cambrousse australienne. Je suis pas sûre que c'était très... C'était pas si glamour que ça. C'était pas si glamour, mais les paysages sont très glamour en effet. Mais du coup, voilà, je pense que connaître ses limites et savoir ce qu'on se sent capable de faire. Et je pense que c'est sortir de sa zone de confort un petit peu à chaque fois. Et au final, on se rend pas compte, mais c'est ça qui fait que quand on doit faire le saut, c'est beaucoup plus simple. Ça semble très intentionnel quand tu en parles. Oui, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est pas comme ça que je l'ai réfléchi. C'est plus intuitif. Oui, je pense que c'est plus intuitif. C'est j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que la personne... Enfin, moi, je me pose toujours la question, est-ce que je m'interdis de faire quelque chose parce qu'il y a une vraie raison, je sais pas, de sécurité, ou parce que c'est pas le moment, ou voilà, parce que j'ai pas les moyens, ça c'est différent. Mais est-ce que je me l'interdis pas aussi parce que je me dis que je ne suis pas capable de le faire? Et là, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce qu'il y a une vraie raison ou pas? En fait, du coup, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose, oui, que je réfléchis. Et que là, maintenant, c'est facile de l'intellectualiser et d'y réfléchir. Mais je suis très... si j'ai envie de faire quelque chose et que j'hésite, est-ce que ça vient quelque chose d'un blocage qu'on m'a créé, soit par mon éducation, soit par aussi l'environnement, je veux dire, et puis le pays, puisque selon les pays, il n'y a pas du tout la même manière d'aborder l'entrepreneuriat ou le voyage, puisque du coup, comme je dis, digital nomade, il y a les deux dedans. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment une peur qui a du sens, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été créé pour moi, en tout cas que j'ai assimilé, et c'est ça qui me bloque. Donc moi, j'essaye toujours de faire attention à ça, parce que, voilà, après, mes parents ont toujours fait très attention à ma sécurité, mais il y a eu des fois où je me suis dit, oui, il y a aussi, comme je suis une fille, du coup, parfois on me mettait un petit peu en me disant, bah, c'est pas possible de faire ça, voilà, tu peux pas faire ci parce que t'es une fille, et puis c'est dangereux, etc. Et des fois, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment une peur qui est ancrée de quelque part, ou est-ce que c'est aussi une croyance? Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites, il y a des pays où c'est dangereux, mais il y a des choses aussi qui sont des règles que moi j'ai appris intrinsèquement en voyageant. Voilà, il y a des heures où je ne vais pas aller me promener toute seule dans la rue, selon les pays. Mais ça fait partie des choses qu'on apprend. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat, il y a des choses que j'aurais pas fait, que j'ai fait, que je ne ferai pas forcément maintenant comme erreur. Mais je pense que c'est aussi, voilà, je suis très aussi dans tester, mais de manière mesurée. Voilà, si je me sens pas à l'aise. Tu te challenges en continu, voilà. Tu prépares beaucoup, oui. Tu es aventurière, mais pas tête brûlée. Voilà. Tu as un plan B. Voilà, j'ai un plan B, C, D. La plupart des gens pensent que c'est ça le truc, c'est que de l'extérieur, même pour ma famille, ils se disent pas du tout préparer son truc. Voilà. En fait, la préparation, elle est sur du long terme. Enfin, pour moi, on peut sauter d'un coup et changer de vie. Je pense que quand c'est vraiment quelque chose en fait, où on s'est contrarié pendant très longtemps, c'est souvent à ce moment-là, pour moi, qu'on fait ce switch en fait, d'un truc extrême à un autre. Mais souvent, ça vient pas de nulle part. C'est quelque chose qui, en fait, on l'a pas forcément exprimé ou conscientisé, mais c'est quelque chose qui, finalement, arrive pas... Enfin, voilà, les gens qui décident de changer de vie il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, des CAP pâtisserie pour ouvrir leur pâtisserie. Ça vient pas de nulle part. C'est quelque chose c'est une passion qu'ils ont depuis longtemps, qu'ils ont peut-être développée, qu'ils ont testé des choses. Et pour moi, ça se construit, mais pas forcément en visibilité. Et je pense que c'est aussi intéressant de faire ce travail de réfléchir sur son passé, pour voir en fait que en fait, c'est pas juste une lubie qui est arrivée de nulle part. Mais voilà, c'est pour l'exprimer aussi pour les gens autour qui comprennent pas toujours voilà, qu'on fasse des sauts extraordinaires. J'ai l'impression que tu mets beaucoup de conscience sur le fait d'être aligné avec toi-même, et que tu as un baromètre ou une boussole plutôt intérieure qui te guide. Oui, c'est une bonne analogie. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je pense que il y a des choses que c'est très difficile de s'écouter. Enfin, ça a l'air très très simple comme ça. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut. C'est très difficile de savoir ce qu'on veut.
Et je pense que c'est aussi ça. Moi, je ne savais pas forcément ce que je voulais quand je suis partie. Alors, je savais que je voulais voyager. Ça, c'est un rêve, voilà, toute petite. C'était toujours... Mon oncle voyageait beaucoup quand j'étais petite. Et à chaque fois, il revenait de voyage avec je suis allée à tel endroit, à tel endroit. Voilà. Et moi, ça me faisait... c'était vraiment un truc qui me faisait rêver. J'ai aussi découvert que mon arrière-grand-mère était partie en Russie quand elle avait 16 ans à une époque. Voilà. Bon. Donc, du coup, je me dis qu'il y a quelque chose un peu de générationnel potentiellement qui passe par là. Mais... désolée, je me suis... C'est pas grave. Je me suis perdue. En fait, c'est... je pense que je m'écoute... 1, 2, 3... c'est difficile... Enfin, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Et en fait, je pense que ce qui est difficile de s'écouter, c'est parce qu'on se dit, bah, si j'ai pas une réponse claire à l'intérieur de moi, je peux pas faire quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas de réponse claire. Enfin, je veux dire, la certitude n'existe pas dans cette vie. Enfin, pas en tout cas, pas chez moi. Et en fait, pour moi, on ne peut pas avoir de certitude que ça se passe bien ou pas, ou que ce soit fait pour soi ou pas. Mais en fait, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Et ça peut, et on n'est pas obligé de faire le saut de, par exemple, je parlais de CAP pâtisserie, on n'est pas obligé de se dire, bah, je vais directement ouvrir ma boulangerie. On peut juste dire, bah, tiens, je vais déjà faire des cours de pâtisserie, ensuite je vais passer le CAP, ensuite je vais peut-être je vais peut-être travailler dans une boulangerie pendant plusieurs mois, et ensuite j'ouvrirai mon propre business. Mais je pense qu'il y a cette chose de, je pense que ce que moi je sens, c'est est-ce que ça me plaît ou pas, est-ce que je suis dans la bonne direction? C'est pas c'est comme la boussole, c'est une direction. On ne sait pas où va être le nord final ou le sud final, enfin voilà. Mais on sent ou pas qu'on est dans la bonne direction ou pas. Et je pense que c'est ça, et c'est d'accepter que bah, le chemin, il va peut-être, la destination va être peut-être un peu différente de ce qu'on pensait, mais de suivre justement cette boussole en disant, voilà, je vais quand même suivre mon instinct et accepter, voilà, tout en, bien sûr, moi je suis très, voilà, je prévois les choses, etc. Mais d'accepter qu'on va essayer quelque chose et peut-être que ça va marcher et peut-être que ça va pas marcher. Voilà. Il y a des trucs mais il n'y a pas de réponse miracle. Et l'erreur n'est pas forcément un échec. Non, c'est même généralement un tremplin. Parce que quand on fait une erreur, généralement, on se prend un petit peu une petite claque dans la figure. Alors, c'est pas très très agréable, mais voilà. Mais... T'as un exemple à nous donner? Un exemple... je sais pas si je... un exemple d'une erreur que j'ai commise... Bah, Après, j'ai toujours eu un assez bon instinct. C'est-à-dire que... Mais j'essaye toujours d'ouvrir la porte. Donc moi, j'ai eu des clients, j'ai eu des gens qui m'ont pris des appels, qui ont essayé ensuite de refaire des appels, etc. Je me suis dit, bon, la personne, la première fois, je la sens pas, mais bon, peut-être que, voilà, c'est peut-être moi qui interprète, peut-être que, voilà. Et ensuite, deuxième call, toujours le même sentiment, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens que la personne, ça va pas aller, mais tu te dis, bon, et puis quand tu es entrepreneur, tu te dis, bah, j'ai besoin de l'argent, il faut aussi que je commençais mon business en ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais quand même continuer avec cette personne, etc. Et puis en fait, au bout de 3 coups, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout alignés. Le mec, il voulait absolument que je lui fasse tout, mais gratuitement, etc., etc. Il m'avait promis la lune, le machin, ça va être génial, machin. Et en fait, j'ai arrêté parce que Mais il faut accepter, sentir à un moment, voilà, que si ça va pas. Mais pareil en voyage, j'ai eu des moments où j'ai eu des expériences, pas forcément rentrer dans le détail, mais j'ai eu des expériences parfois difficiles quand on est une femme, et qu'on voyage. Alors j'ai le privilège d'être blanche et blonde et du coup ça m'ouvre plein de portes dans des pays, mais ça aussi fait que j'ai beaucoup d'attention sur moi dans certains pays. Ça, c'est une réalité. Et parfois, j'ai dû naviguer des conversations difficiles avec des hommes qui ne comprenaient pas forcément parce que la culture était très différente. Mais après, j'ai eu des conversations aussi avec des personnes de ce même pays où j'expliquais ce qui se passait et ils m'ont expliqué ce qui se passait de l'autre côté. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension parfois. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut pas... Il y a des situations dangereuses. Mais moi, j'ai toujours fait attention et quand il y a une alarme dans mon cerveau, c'est alarme. Si l'alarme s'enclenche, c'est le moment de partir.
Il y a pas de question. Mais voilà, je pense qu'il faut, il faut s'écouter aussi à ces moments-là. Parce que souvent, en plus, moi, je suis très comme ça aussi. Je suis élevée, je suis très polie. Ça, c'est un truc, j'ai été très bien élevée pour être polie, pour dire bonjour, salut, etc. Sauf que parfois, il y a des moments où il faut pas être dans la gentillesse et l'empathie, et il faut juste dire non, c'est stop, c'est fini, voilà. Que ce soit pour le boulot ou pour le voyage. Il y a quelque chose à bien identifier et à bien couper à ce moment-là. Voilà. Et c'est parfois difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut le plus s'écouter, et c'est souvent le plus dur. Je sais parce que entre l'éducation et la situation, et ça peut paraître bête, mais du coup, souvent, on se dit, bon, bah, je vais garder mon éducation, c'est mon pilier de sécurité. Je sais à quoi ça correspond. Sauf que les gens en face n'ont pas forcément eu la même vie ou les mêmes expériences. Et du coup, bah, voilà. Savoir suivre son intuition et s'adapter à la situation. Ouais, ça, c'est le plus important. Je pense que ça, c'est le truc, pour moi, c'est adapter et surtout accepter que des fois, tu vas être désagréable et pas très gentil et c'est pas grave parce que je suis quelqu'un de très gentil. Poser des limites. Peut-être trop gentil. Parfois, voilà. Et poser des limites, c'est important et ça s'apprend. Ça s'apprend. Absolument. C'est pas quelque chose qu'on apprend directement aux enfants, pas vraiment, en tout cas pas pour l'instant sur l'éducation, en tout cas que on dit à l'école il faut que tu fasses comme ci, à la maison on dit il faut que tu fasses comme ça. Et du coup, apprendre à mettre ses propres limites, pour moi, c'est le gros apprentissage quand on part de la maison, de l'école, etc. Et on se dit, oui, quand tu vas être indépendant, ça va être rapide. Pas du tout. Parfois, j'ai des clients qui me disent, même pour eux, j'ai des clients, ils écrivent leur vie, ils ont 60 ans, ils ont toujours certaines limites, c'est toujours difficile à poser. On se dit que ça va être facile, ça va se faire, que c'est normal, on va maturer, etc. Mais l'éducation a un énorme rôle là-dedans. Et c'est pour ça que je disais, c'est important de voir les limites, les vraies limites, en fait. Est-ce que c'est des vraies limites ou est-ce que c'est la société qui te les pose ou l'éducation qui te les pose? C'est pour ça que c'est toujours important. Enfin, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Pour moi, c'est très important de faire ce travail-là. Voilà. Quel conseil tu donnerais à la jeune Carrie qui vient d'avoir le bac? Quel conseil je lui donnerais Ou qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors moi, je suis pas trop dans le genre, j'ai envie de parler à mon moi passé. Je sais que c'est souvent les gens disent oui, j'ai envie de parler, je dirais ça. Moi, j'ai pas envie de lui dire quoi que ce soit. J'ai envie qu'elle vive sa vie parce que c'est comme ça que je suis devenue ce que je suis et que je suis comme maintenant. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est sûr que ce serait bien de se parler, de se rassurer. En même temps, je trouve que c'est aussi ça, la vie, c'est que ça va être une découverte et qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est qu'on sait qu'il y a une fin à un moment, mais justement c'est aussi toutes ces expériences-là. Moi, j'ai aimé toutes mes expériences. Il y a eu du positif et du négatif dans chacun, mais toutes mes expériences, je considère qu'elles m'ont permis de devenir et justement de m'autoriser à être qui je suis et ce que je veux faire et de faire ce que je veux maintenant. Et sans ces expériences-là, je ne serais pas la personne que je suis. Alors, je serais peut-être très bien aussi, et différente, mais peut-être même mieux. Mais c'est pas quelque chose qui me correspond complètement. Tu t'encombres pas de regrets non, ou de si j'avais su. Si j'avais su. Non, j'aime pas les si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait les choses différemment. Ça serait peut-être passé mieux ou ça serait passé moins bien. J'en sais rien du tout. Et c'est la vie que j'ai et j'ai envie d'en profiter au maximum et c'est comme ça que je veux la vivre. Je suis pas très le passé et c'est aussi toutes ces étapes qui m'ont permis de devenir ce que je suis maintenant. Donc je lui parlerai pas à la Carrie du passé, je la laisserai. Débrouille-toi. Démerde-toi, tu vois, ça va bien se passer, mais bon, tu vas un peu douiller, mais voilà, parce que j'ai eu beaucoup de doutes aussi. Enfin, je pense que. Il t'en reste des doutes aujourd'hui, des peurs? Toujours. Ah, toujours. Je pense que c'est ça aussi. Il y a quelque chose où les gens se disent « Ah, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle fait, etc. » Non. Il y a plein de fois où j'ai peur, j'ai doute, je me dis « Qu'est-ce que je fais une erreur. » Et puis, quand on est entrepreneur, c'est d'autant plus le cas.
Et en plus, je suis digital nomade, donc j'ai pas... Enfin, là, par exemple, ça fait 2 ans que je suis en Équateur. Je vais repartir l'année prochaine voyager encore. Et je sais pas ce qui va se passer. Mais... Et j'ai des peurs, j'ai des doutes. Je me dis si ça se passe mal, si ça se passe... Mais en fait, c'est comme ça. Qu'on teste et on voit si ça se passe bien. Mon conjoint avec qui je suis maintenant, je l'ai rencontré en voyage. On s'est rencontrés 3 fois et il m'a dit je vais en Équateur voir ma famille, tu veux venir? Je devais venir avec une copine qui m'a dit oh non, mais moi je vais partir faire autre chose. Je dis bah oui, je viens. Et tout le monde m'a dit mais t'es complètement folle ou quoi? Et je me suis dit bah non, mais j'y vais. Et puis si ça se passe mal, de toute façon, je fais toujours attention de partager ma localisation quand je fais ce genre de choses. Enfin voilà, ça a toujours été, encore une fois, je fais pas les choses sans me dire que j'ai pas un filet de sécurité si c'est pas quelque chose. Ça, c'est important. Mais je me dis pas, bah, je veux pas le faire parce que, voilà. Bon, bah, du coup, ça fait 3 ans et demi, comme quoi c'était pas une si mauvaise décision. Mais du coup, c'est vrai que là, au départ, je me suis dit, allez, on y va, on verra bien comment ça se passe. Et puis, si ça se passe pas, bah, il y a des bus, il y a des avions. J'ai aussi la sécurité. Je me suis donné les moyens d'avoir la sécurité financière s'il se passe quelque chose. Ça, c'est un truc. Si vous partez en voyage comme ça, il faut toujours penser qu'il faut avoir au minimum de l'argent pour revenir chez soi. Et voilà. Ça, c'est un conseil que je donne toujours aux gens qui veulent se lancer en tant que digital nomade. C'est pas au pays où vous allez, parce qu'il y a des gens qui vont par exemple en Asie, qui font du backpacking, qui demandent l'argent aux locaux. Ça me met très en colère parce que c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Et en fait, on leur demande de payer pour des gens qui ont eu le privilège de pouvoir aller dans un autre pays. Donc moi, c'est toujours la règle, c'est quoi qu'il arrive, il faut que je puisse rentrer de chez moi où que je sois dans le monde. Quoi qu'il arrive, c'est que je puisse rentrer s'il se passe quelque chose. Et chez moi, c'est la France, mais ça peut être aussi si là je suis installée en Équateur, ce serait l'Équateur. Mais il faut que je puisse rentrer parce que et que j'ai mon lieu de sécurité qui est ma famille ou mes meilleurs amis. Alors j'ai aussi cette chance-là, hein, tout le monde n'a pas forcément de famille, mais voilà, si vous avez des amis ou des choses comme ça, il faut que vous dites que s'il se passe quelque chose, vous ayez un plan, c'est mon plan Z ça. Voilà, mais c'est Un important plan d'avoir d'urgence. le plan d'urgence, voilà. Mais voilà, moi j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des doutes. Ça changera, enfin, je pense que tout le monde en a, même quand on a une vie posée. Et c'est ça le truc, c'est on peut avoir une vie posée, bien organisée, etc. et avoir des peurs et des doutes. Alors évidemment que quand ça sort du cadre, c'est multiplié. Mais au final, pour moi, c'est toujours l'équilibre. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je me sens bien dans cette vie-là? Ou est-ce que ça me correspond pas du tout? Et là, il faut que je repose la question. Encore une fois, la boussole, quand on parlait, c'est quoi, qu'est-ce qui bloque là actuellement? Voilà. Ton métier t'amène à lire plein de livres. Oui. Est-ce qu'il y en a un ou deux que tu recommanderais ou est-ce que tu puises ton inspiration ailleurs que dans les livres justement puisque c'est ton métier? Alors, je lis beaucoup. Alors moi, les livres, ça me permet vraiment de... Parce que comme je fais plusieurs genres, j'aime bien... Et puis de toute façon, à la base, j'aime beaucoup lire plein de types de livres. Alors c'est très drôle parce que des fois je suis là, il faut penser à ton lecteur et ils me disent oui mais les lecteurs qui lisent tout. Alors je dis je fais partie des lecteurs qui lisent tout, ça change rien du tout. Il faut que tu penses au final c'est quoi l'histoire que tu proposes. Donc je m'inspire de livres mais je dirais que je passe aussi beaucoup de temps à regarder des films, des séries. Il y a beaucoup de choses intéressantes, j'aime beaucoup analyser les personnages. Pour moi la philosophie des personnages, comment l'histoire est amenée, c'est quoi en fait les points et l'arc des personnages dans que je sois en train de lire, regarder un film ou une série. Bon après c'est devenu un petit peu un réflexe, j'ai toujours tendance à regarder c'est quoi le message c'est ça qui m'inspire en fait parce qu'au final c'est les relations humaines que j'adore. C'est pour ça que j'adore les livres. Que ce soit un livre de non-fiction qui parle d'une histoire personnelle ou un livre de fiction. Pour moi, c'est les relations humaines dans ces livres-là qui font la différence. C'est pas, voilà. Après, en termes de livres, après, ça dépend du genre qu'on veut lire, etc. Enfin, c'est trop compliqué comme question. J'ai trop d'auteurs différents, trop de livres. Voilà, mais je dirais que lire des choses un petit peu qui sortent de votre genre. Je sais que les gens qui lisent beaucoup de non-fiction ne vont pas forcément lire de la fiction. Moi, je conseille quand même de lire
souvent les livres, même quand ils sont de fiction, ils ont souvent des messages et des parcours. Et finalement, on peut retrouver des sujets qui sont sur les problèmes mentaux, des choses comme ça, dans les livres aussi de fiction. Donc moi, j'encourage toujours les gens qui lisent qu'un seul genre à aussi s'étendre sur d'autres genres de livres. Voilà. Dans la vie comme dans la littérature, sortir de sa zone Exactement. de confort. Sortir de sa zone de confort pour découvrir un petit peu. Encore une fois, c'est tout par petites étapes. C'est pas d'un coup. Mais voilà, si on aime les histoires de vie, on peut peut-être se faire un thriller, si on aime bien le côté un petit peu plus, ou alors du feel good, si on a un peu plus, on veut quelque chose de plus réconfortant. En fait, je pense que c'est aussi en fonction de l'émotion qu'on veut ressentir. Pour moi, le livre, finalement, c'est une émotion qu'on veut ressentir. Soit se faire peur, soit un peu du suspense, ou alors vraiment de l'aventure. Voilà. Moi, les livres, ça a été la première manière de voyager pour moi. Et ça reste la manière que j'aime voyager. Et après, oui, je recommande toujours même de regarder les adaptations qui ne sont pas toujours très bonnes de livres. Il y en a qui sont très bien aussi. Et puis après, moi, je fais aussi beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux de ce qui se passe pour parler de promotion et de choses comme ça. Ça, c'est important. Alors ça, c'est moins fun, mais ça peut l'être. Hein. Mais de regarder ce qui se passe. On est souvent aussi... Tu veux dire en termes de tendance sur comment les gens font la promotion et comment ça évolue Comment ça évolue, quels sont les formats peut-être plus. En fait, j'ai toujours tendance à réfléchir. Quand on essaye de s'inspirer, il faut penser à la forme et au fond. Donc, c'est vraiment aller regarder un peu c'est quoi le type de message, comment il le véhicule. Faire des analyses en fait. Après, je suis très analytique, ça c'est voilà. Ingénieur toujours. Voilà, ça m'a resté ça m'a toujours resté ingénieur. Ça m'a servi dans tous mes métiers, vraiment voilà. Et j'étais une grosse fan d'Excel aussi, ça m'a beaucoup aidé dans tous mes métiers. Donc je suis j'aime bien organiser les choses. Mais voilà, je pense que un peu s'intéresser à aussi des points de vue un petit peu différents. On ne peut pas être d'accord avec tout, mais au moins comprendre, encore une fois, forme et fond. Qu'est-ce qui se passe en termes de forme dont la personne parle, et en termes de fond, qu'est-ce qui est dit. Il y a des choses à prendre dans chaque élément. Et moi, j'aime bien justement faire ces petites analyses. Voilà. Pour les personnes qui auraient envie de te suivre, d'en apprendre plus, où est-ce qu'elles te trouvent ? Alors, vous pouvez me trouver je suis sur LinkedIn, il y a Carrie Millot. Je suis aussi sur Instagram énormément, Carrie Millot, Carrie Coach littéraire. Et puis, allez sur mon Instagram et envoyez-moi un petit message. En général, je réponds tout de suite, je me réponds assez rapidement. D'accord, je mettrai les liens. Voilà, on mettra les liens, super. Dans les commentaires. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? On peut me souhaiter que je continue à faire ce que j'aime et que mes propres peurs ne me bloquent pas pour continuer à le faire. Super. Je pense que c'est le plus dur. Voilà. Merci beaucoup, Carrie. C'était un plaisir. Merci, Stéphanie.